Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour. Vous êtes bien sûr chroniqueur LCI, France 5 et tant d'autres radios ou télévisions qui vous accueillent. Vous êtes une des voix qui portent en France. Vous publiez Mon service militaire chez Flammarion. On va parler dans quelques instants de ce livre. D'abord l'actualité. Hier, le Sénat a voté l'interdiction du voile pour les accompagnateurs de sorties scolaires. L'Assemblée nationale vraisemblablement ne suivra pas. Mais néanmoins, on est dans un débat enflammé en France. C'est un débat qui suscite des réactions chez vous. C'est un débat ancien d'abord. Il faut se souvenir que par exemple Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, était résolument hostile à une loi sur le voile, en disant, son argument était que l'État n'a pas à régenter la vie des citoyens jusque dans leur intimité. Et faire des accompagnatrices scolaires des agents du service public, c'est très abusif. Il n'y a aucun contrat qui les lie. Sans les parents d'élèves, des activités du service public n'auraient pas lieu. Ce sont des collaborateurs occasionnels du service public, avis du Conseil d'État. Mais on est dans un temps scolaire, en 2013, c'est ce que disent ceux qui défendent cette ça loi. ne tient pas debout. On n'est pas dans un temps scolaire, on est dans une proposition que l'Éducation nationale ne peut pas assumer. C'est-à-dire que quand vous avez 10 élèves, vous ne pouvez pas trouver suffisamment d'enseignants pour encadrer les sorties scolaires. Et donc on fait appel à des collaborateurs bénévoles du service public que sont les parents. Oui. Si on voulait leur appliquer la loi de 1905 et leur dicter leur habillement, alors il faudrait les payer. Oui. Donc ça veut dire que Si l'Assemblée nationale vraisemblablement ne suivra pas, ou que de toute façon cette loi n'est pas applicable. Ça veut dire que le raisonnement des sénateurs est motivé par autre chose que par l'application de la loi de 1905. Mais par l'effroi que procure l'islam, voilà. Voilà, cacher ses voiles. Une sorte d'islamophobie. Les mamans qui portent un voile ont quelque chose du terrorisme en elles. Et elles peuvent contaminer les enfants. Voilà, c'est ça le fond de la pensée. Il n'y en a pas d'autre, parce que rien de rationnel ne justifie que l'on exige de mères qui veulent accompagner des sorties scolaires, comment elles doivent s'habiller. La circulaire Châtel, qui encadre les sorties scolaires, dit que ce à quoi il faut veiller, c'est au prosélytisme, que les personnes qui accompagnent les enfants ne soient prosélytes de rien, ni d'idéologie politique, ni d'idéologie religieuse. Oui. Vous savez, l'administration ou le gouvernement ont écrit des textes intelligents qui suffisent largement à régler la situation. Oui. Pourtant vous avez dit, Jean-Michel Apathy, vous avez dit qu'il faudrait réviser la loi de 1905 sur la laïcité, ce qui a suscité des réactions extrêmement violentes contre vous sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit pour autre chose. Il faut regarder les problèmes tels qu'ils se posent. Des gens, Marine Le Pen par exemple, s'alarment avec raison des prières de rue. De ces pratiquants qui, n'ayant pas de mosquée à proximité... Ça, c'est contraire à la loi de 1905. Absolument. De musulmans, de pratiquants, qui, n'ayant pas de mosquée à proximité, prient dans les rues. Donc c'est contraire à la loi de 1905. Donc il faudrait construire des mosquées. Pour construire des mosquées en France aujourd'hui, il faut faire appel à des capitaux étrangers. Et on fait appel... Vous dites qu'il faudrait des financements d'État ? Mais bien sûr. Ce qui serait contraire à la loi de 1905. Quel est l'intérêt de la France ? L'intérêt de la France, c'est de couper l'islam des influences étrangères. Arabie Saoudite, Algérie, Maroc, Turquie. Couper l'islam en France des influences étrangères. Donc c'est à l'État de s'occuper des religions ? Absolument. Faire en sorte que les imams soient formés en France et qu'ils ne fassent des prêches qu'en français. Il faut franciser l'islam. Et cela, il n'y a que la puissance publique qui peut le faire. Et cela, la loi de 1905 ne le permet pas. C'est-à-dire qu'il faudrait modifier la loi de 1905 spécifiquement par rapport à l'islam ? Oui, vous savez pourquoi ? Parce que la loi de 1905, c'est une loi intelligente, subtile. Sa faiblesse, c'est que précisément elle a été prise en 1905. Donc elle ne règle en rien les problèmes que l'islam pose dans les sociétés occidentales et singulièrement dans la société française. Donc il faut faire évoluer la loi de 1905. Quelle est la loi qui ne doit jamais évoluer ? Pourquoi celle-là ne devrait-elle jamais évoluer ? Est-ce qu'on veut régler les problèmes ou est-ce qu'on veut entretenir les problèmes ? Comment vous comprenez ces réactions de profonde hostilité ? Vous avez été traité d'islamo-collabo sur les réseaux sociaux par plusieurs personnalités. Zineb El Razaoui, qui est la dessinatrice de Charlie Hebdo, m'a traité on vous caricature avec un voile, des montages de photos. Collabo avec le salafisme, collabo avec le terrorisme. Bon, comment est-ce qu'on peut arriver à de telles extrémités, voire à de telles âneries ? Je ne sais pas. Après tout, c'est à ces personnes-là qu'il faut poser la question. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une véritable montée du sentiment anti-islam en France, qui est alimentée peut-être... Vous avez dit d'ailleurs que Zemmour a bénéficié d'une audience à la télévision, vous n'étiez pas d'accord ?
Non, j'ai expliqué que... Vous je suis pas souhaitiez d'accord. l'interdire ou... Non, moi je constate Oui. que quand Dieudonné est condamné pour incitation à la haine raciale, il est du coup exclu du débat public, ce qui est une bonne chose. Et quand Éric Zemmour est condamné de la même façon, on lui donne une émission. Donc vous dites qu'il devrait être exclu du débat public? Non, je dis pas ça, je dis il y a Oui. deux poids, deux mesures. Enfin, voilà. Après, quand on dit qu'il y a deux poids, deux mesures, on se dit tiens, mais pourquoi est-ce qu'il y a deux poids, Donc deux il mesures faudrait que Dieudonné soit autorisé? Ah non, c'est pas ce que Oui. je dis, mais je dis qu'il y a deux poids, deux mesures. Alors après, chacun se débrouille comme il veut, chacun en tire la conclusion qu'il veut, mais moi, je vais pas aller, dire il faut boycotter Éric Zemmour, mais je constate qu'on boycotte Dieudonné. Et je pense que c'est une bonne chose de boycotter Dieudonné. On ne va pas donner la parole à quelqu'un dont le souci par le verbe est de répandre la haine. C'est bien, mais quelqu'un d'autre qui, par son verbe, répand la haine. Oui. Et puis, enfin, c'est pas moi qui ai inventé ce qui s'est passé à Bayonne, Oui. où des gens tirent au fusil Ça pour sur vous, des c'est musulmans. révélateur de vraiment quelque chose de profond? Mais C'est écoutez, simplement l'acte d'un déséquilibré Oui, bien Oui. sûr qu'il faut être déséquilibré pour faire ça. Mais qu'est-ce qui peut accroître le déséquilibre? Moi, par exemple, quand j'entends Marine Le Pen dans des discours dénoncer les vagues migratoires, l'invasion des Arabes, je me dis que des esprits fragiles, propices au déséquilibre, sont encouragés dans ce déséquilibre. Il faut quand même... pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas les choses simplement? Quand on tient des discours extrêmement radicaux, on ne souhaite peut-être pas des conséquences aussi extrêmes, mais quand des conséquences aussi extrêmes se produisent, c'est-à-dire quelqu'un qui prend un fusil et qui tire sur des hommes, eh bien il faut aussi s'interroger sur sa responsabilité. Est-ce que par la violence du discours, on n'encourage pas des actes comme ça? Non. Oui. Il y a La vraiment- question ne mérite Oui. pas d'être posée? Oui, il y a vraiment une violence du discours aujourd'hui contre les musulmans. Quand vous parlez du haut de la tribune de l'invasion migratoire, vous ne trouvez pas ça violent? C'est pas effrayant d'entendre ça? Les vagues qui nous submergent, la submersion migratoire? Je sais pas. Donc C'est une responsabilité. Vous entendez les Vous appelez à discours? une responsabilité politique. On ne peut pas J'appelle, légiférer dans ce domaine. J'appelle. Ah non, Oui. bien sûr que non. Oui. Moi, je ne suis pas pour interdire tout et tout le monde. Hein. Non. Et faire en sorte qu'il n'y ait que moi qui parle. Non, c'est pas ça. Non. Mais je pense que la situation permet de poser des questions. Après, chacun répond aux questions posées comme il veut. Mais à la limite, c'est les questions qui sont interdites. Le débat n'est pas possible aujourd'hui en France, vous dites La ça loi aussi de 1905 est-elle adaptée aux situations que nous connaissons? Bon, poser la question, c'est vous faire traiter de collabo. Bon. Oui. Bon, Mais y a un problème, quand Vous, même. ça ne vous empêchera pas. Vous ne vous laisserez pas intimider, c'est ça que vous dites aussi? Bon, ça, je ne sais Oui. pas, il ne faut pas faire le Vous êtes fanfaron. sensible à ces attaques que vous subissez vous... Ah, collabo, j'ai trouvé ça très violent, oui, j'ai trouvé ça. Vous savez, un collabo, c'est un traître à la nation. Hein. Un traître à la nation, on ne discute pas avec lui. Hein. Non, oui, c'est quand même... Enfin, moi, je vivrais très bien ça. Hein. Non, je trouve ça injuste, c'est évident, mais dangereux. Donc, on n'a pas envie de vivre avec ça, oui, bien sûr, Oui. parce qu'après tout, hein, on peut s'en moquer aussi de tout ça. Hein. Oui. Un mot, ça fait 1 an, le mouvement des Gilets jaunes. Oui. Vous avez été aussi dans ce débat pris à partie aussi souvent. Alors, 1 an après, comment vous regardez ce qui s'est passé finalement? Mais comme un malentendu, parce que moi, les prises de parole que j'ai pu avoir en tant que journaliste, ça n'a jamais été des prises de parole pour contester la légitimité du mouvement des Gilets jaunes ou la légitimité de leurs revendications. Mais le 24 novembre, le 1er décembre et le 8 décembre 2018, quand on casse tout, quand on provoque, on participe ou on assiste à des actes extrêmement violents, bon, ça c'est totalement illégitime. Dans une démocratie, toutes les revendications peuvent être formulées, mais comme elles ont été formulées par des gilets jaunes, qui ont saccagé, pillé, Même si ça exprimait brûlé... une véritable souffrance, même si ça exprimait un ras-le-bol absolu. Si tous les gens qui sont en souffrance cassent, brûlent et pillent, on ne s'en sortira pas. C'est pas ça la démocratie. Hein. Les gens qui sont en souffrance doivent être capables de formuler leur souffrance et puis, soit en suscitant eux-mêmes des leaders, soit en s'associant à des partis politiques ou à des courants de pensée qui existent, faire valoir leur point de vue et mener le débat à l'intérieur de la société. Mais casser comme ça a été cassé le 1er décembre autour de l'Arc de Triomphe, brûler le Fouquet's en disant ça c'est la cantine des bourgeois, ça n'est pas acceptable. Oui. Si on accepte ça, alors on sort de la démocratie. Voilà. Oui. Et je pense que sortir de la démocratie, personne ne le souhaite vraiment. Alors, certains disent qu'il faut créer une citoyenneté, il faudrait rétablir le service militaire. On voit bien, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron fait partie des... a proposé. Et alors, vous publiez Mon service militaire chez Flammarion, votre expérience, Jean-Michel Apathy, de service militaire, où vous dites au fond, pas du tout. Finalement, vous êtes assez satisfait que ça n'existe plus. Alors, le service militaire, puisque c'est mon expérience que je raconte, le service militaire, moi,
ne m'a apporté rien de patriotique et ne m'a rien appris ni sur le plan militaire ni sur le plan de la citoyenneté. Ce que je suis devenu par ma vie sociale, par ma pratique de l'école qui a été ce qu'elle a été, mais je suis devenu un citoyen par un autre canal que par celui de l'armée. Et l'armée, quand l'armée m'a pris dans le Pays Basque où j'étais, c'était pour me faire conduire des 4L et pour promener des généraux et des amiraux ici et là. Donc, vraiment, le côté romantique du service militaire, vous savez bien, c'est des copains de régiment qui se rappellent leurs souvenirs et des sorties et des copains que l'on se fait, etc. Non. Avant d'être incorporé, nous, quand on en parlait, on disait c'est du temps perdu, c'est une année pour rien, parce qu'on avait l'expérience de ceux qui nous avaient précédés. Et c'est une année pour rien. Après, ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que moi, à titre individuel, mais ça ne suffit pas à maintenir l'institution. C'est que moi, ça m'a sorti du milieu dans lequel j'étais. J'étais programmé... dans un petit village du Pays Basque, voilà, à Viodos. Viodos, à côté de Moléon. J'étais programmé pour prendre le commerce de mes parents. J'avais quitté l'école à 14 ans et ma vie était déjà inscrite. Vous rêviez de marine, vous rêviez d'aller à Tahiti, finalement vous allez vous retrouver à Cherbourg. Voilà, j'ai essayé de me faire réformer, comme beaucoup de gens. Certains ont réussi, d'autres pas. Donc j'ai fait ce que l'on appelait les 3 jours à l'époque. N'ayant pas pu me faire réformer, j'ai sollicité un député pour avoir un coup de piston parce que je voulais aller à Tahiti. Et le député m'a dit, pour aller à Tahiti, il faut intégrer la marine. Il a réussi à vous envoyer à Cherbourg. La marine nationale, donc 5 semaines de classe d'apprentissage à côté de Bordeaux. Et ensuite, là, on va vous envoyer à Tahiti. Mais on m'a envoyé à Cherbourg. Oui, c'est vrai qu'il y a des pistonnés. C'est pas la même chose. Il y avait des pistonnés. En plus, c'est un système qui était très injuste. De toute nature, bien sûr. D'abord, tous les gens qui étaient engagés, par exemple, dans des études ou la vie universitaire d'une manière ou d'une autre, étaient plus facilement réformés. Ou alors, quand ils étaient intégrés, c'était 1, 2, 3 années après l'âge normal. Et ils étaient à des postes de sous-officiers ou de jeunes officiers qui, du coup, avaient choisir leur corps. Avait un service plus intéressant. Mais si vous arriviez dans l'armée sans diplôme, c'était pour faire la vaisselle, pour nettoyer les chambres et pour nettoyer les toilettes. Donc ça, si vous voulez, l'apport militaire était nul. Alors vous racontez ces souvenirs, c'est très intéressant parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, qui ont fait la réalité de ce qu'a été le service militaire. Quand on entend beaucoup de nostalgie, finalement, toujours c'était mieux avant. Bien sûr, on dit ça, vous l'entendez. Bien sûr, on le dit à propos de plein de choses et notamment à propos de ça. On dit que l'une des vertus du service militaire, c'était le brassage social. C'est faux. Parce que quand vous faisiez le service militaire, il y avait un brassage géographique. Moi, c'est la première fois de ma vie dans le service militaire que j'ai rencontré des Lorrains, des Corses et des Bretons. Mais c'était la même catégorie sociale que moi. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas fait d'études et qui étaient souvent engagés déjà dans la vie active, qui étaient des ouvriers, des employés, des fonctionnaires et qui avaient déjà passé un concours de la poste ou de je ne sais quoi. Et donc, il n'y avait pas de brassage social, brassage géographique, oui. Donc on vit avec tout un tas d'idées reçues sur le service militaire. Et il ne faut pas en avoir la nostalgie. De Gaulle, en 1934, écrit un livre qui s'appelle « Vers l'armée de métier », où il dit que la technique qui progresse, les tanks, les avions, font qu'on n'a plus besoin d'appeler. En 1934. Et on a attendu 1999 pour supprimer effectivement le service militaire, Jacques Chirac l'ayant décidé en 1996. Mais alors, si vous avez un mot pour dire créer cette citoyenneté ou ce sentiment d'appartenance, cette citoyenneté, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Le service militaire n'est pas la solution. Rien. Dans une démocratie, l'acquisition de la citoyenneté passe par l'éducation, la vie familiale, la vie sociale et l'exemple des aînés. La citoyenneté, elle est naturelle dans la société. Voilà. C'est parce que moi, jeune adulte, je regarde vivre mes aînés que je comprends ce qu'est la citoyenneté. C'est parce que, écolier, on m'enseigne ce qu'est l'histoire de ce pays que j'apprends à aimer le pays. Le patriotisme, on apprend à l'aimer à l'école, autour des stades, dans la famille. Mais il n'y a pas besoin de faire le service militaire pour ça. Ça n'est pas le service militaire qui suppléera, s'il y a des manques, à toutes les institutions que sont l'école, la famille et puis le fonctionnement de la République en général. Merci beaucoup Jean-Michel Apathy. Donc Mon service militaire, votre récit publié chez Flammarion. Merci Jean-Michel Apathy d'avoir été notre invité.